Salut, c'est Karas, vous regardez BGP Music Live. On est avec Karas, vous avez vu deux d'entre vous à Orléans, vous avez notamment joué à Little and Dale et deux autres titres de nouvel album. Comment s'est passée cette tournée globalement? Eh ben, ça s'est super bien passé. Moi personnellement je connaissais les Blockheads, parce que j'avais fait quelques dates avec mes précédents groupes. Etienne et Yann ne les connaissaient pas. La connexion s'est bien faite. On est dans deux styles assez différents mais en même temps complémentaires. Ils sont plus grindcore à l'ancienne. Et ça s'est bien passé, on a eu des bons retours. Les gens ont répondu présent, les salles étaient assez pleines. Donc ouais, c'était super bien. C'est des très bons souvenirs. On est très contents de cette douzaine de dates qu'on a fait ensemble. Franchement, les Blockheads sont des super gars. Et oui, c'était une très belle tournée de beaux souvenirs. La dernière fois, Diego, tu m'as dit que c'est en recherche de label, vous avez choisi M3 Audio. Comment ça s'est passé la collaboration? Elle commence la collaboration puisque c'est le premier album qu'on sort avec eux. Écoute, pour l'instant ça se passe bien. Voilà, il est à notre écoute. Il n'est pas, voilà, il suit nos décisions. Il donne son avis, mais il n'impose rien. Donc pour l'instant ça se passe bien. Après, on va jouir d'une distribution mondiale, voilà, beaucoup plus grosse que l'album précédent. Donc, ouais, on a hâte de voir comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant ça se passe bien. Là, il y a We Prisoner Young qui sort le 29 septembre. Cette fois, il y a Yann aussi à la composition. On sent vraiment la montée en violence cette fois. Bah ouais, moi ça me fait super plaisir de pouvoir participer parce que sur le premier, effectivement, ils ont fait ça à deux, donc ça me fait super plaisir de pouvoir collaborer et de voir surtout que ça fonctionnait, quoi, que ça a fonctionné tout de suite. Et donc voilà, ça fait un petit plus, j'imagine, dans la compo, quoi. Et puis ça se marie plutôt super bien. Au niveau du concept, on est toujours sur le Feather Karas, la vie et la mort. Non. Alors le premier album, il partait du film à partir de la défenestration de Father Damien Karas à la fin du film, où on inventait une histoire, voilà, une fiction à partir de ce moment-là. Là, on vient à la genèse en fait. On parle de Rolando, c'est un personnage, un fait divers qui s'est passé dans les années 40 aux États-Unis. Et qui a influencé, enfin qui a servi de base pour le film. Donc c'est un fait divers, et à partir de ce fait divers, on réinvente une histoire de la même façon, une fiction sur le personnage, sur ce qu'il peut vivre au moment des exorcismes, et sur des formats très courts, sur des chansons très courtes. Mais c'est l'histoire du jeune Rolando au moment pendant ces séances d'exorcisme. Et comment s'est passée la composition cette fois? Tout à fait naturellement, on a tous écrit des idées, des morceaux, etc. qu'on a échangés. Et il se trouve qu'au final, on a à peu près écrit le même nombre de morceaux. On a chacun écrit 4 morceaux qu'on a mis en commun ensuite. On en avait 12. J'avais écrit un petit titre en plus parce que je trouvais que c'était plus drôle quand on les traîne. Mais sinon, c'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement. C'est Diego qui a écrit les premiers morceaux, je pense, pour l'album. Puis petit à petit, Yann a aussi pris en confiance pour la compo, nous a proposé des idées, a vu que ça matchait à mort, que ça créait de nouvelles idées, de nouveaux morceaux qu'on n'aurait pas forcément écrits, Diego et moi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une dimension supplémentaire dans l'écriture de cet album-là, due à l'arrivée de Yann, et ça rajoute vraiment une troisième dimension, quoi. Ça complète vraiment ce qu'on écrivait déjà à deux. Maintenant qu'on en est 3, c'est encore mieux. Alors, L'album est encore plus droit dans le mur, c'est comme un TGV qui rentre dans un tunnel trop petit pour lui. Ah, c'est bien ça. Et comment s'est passé au niveau de l'enregistrement et t'as envoyé aussi le mastering à Magnus Lindberg? Ouais, tout à fait. L'enregistrement s'est fait de manière assez live. On a
était dans notre local de répète. Tous les trois, on en a gardé les parties de batterie que j'ai dû faire en 2 demi-journées. Pas plus que 2, 3, 4 prises maximum par morceau. Et ensuite, on est reparti dans mon studio pour faire les enregistrements de tout le reste, les guitares, basse, les chants. Mais au total, ça a dû nous prendre 2 semaines maximum. Hyper rapide, dans l'urgence. On recale quasiment rien, sauf vraiment si on a fait une énorme connerie. On reste hyper dans l'urgence et dans la spontanéité. Et de toute manière, c'est des morceaux qu'on avait déjà beaucoup joués parce que le timing, on n'a pas vraiment pu tourner pour le premier album. Alors on en a profité pour écrire les morceaux et pour jouer et répéter très régulièrement. Donc en fait, quand on arrive en studio, on était déjà super solide sur le disque. Et donc ça permet aussi de faire un album quasiment dans des conditions live et avec le résultat que tu entends aujourd'hui. RAD, rien à dire. Et effectivement, après on envoie ça à Magnus Lindberg au mastering pour la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est nous trois qui c'est pas Magnus. Et la setlist de l'album est hyper fluide, par exemple, il est écouté en boucle hyper facilement. Vous n'avez aucune difficulté pour la setlist? Est-ce que vous voulez refaire en direction stratégique? Tant mieux. Pour la setlist, en fait, on va prendre le choix des morceaux dès que ça tourne bien, des morceaux qui sont plus susceptibles de faire bouger les gens, même si tous s'y prêtent, hein, mais t'as toujours, quand tu finis un album, t'as toujours plus de feeling avec certains morceaux. Donc, écoute, c'est comme ça qu'on fait notre choix, même si je pense que presque tous les morceaux sont adaptables sur scène sans problème. Si je me souviens bien, déjà en répète, on jouait quasiment avec le même ordre que ce qu'il y a sur le disque. On sentait déjà quelle était à peu près l'ossature du disque. Après, quand on a terminé l'enregistrement, forcément, on a décalé des trucs, si on hésitait, si on n'était pas trop sûr. Mais au final, on savait déjà à peu près où on allait, quoi. Ouais. L'essentiel, c'est de maintenir en haleine et à la fois d'avoir du relief et en même temps d'avoir cette sensation d'un TGV trop gros pour un tunnel. Vous pouvez me parler de Firmin Go Fast avec le bruissement en boom boom? Et c'est vraiment une chanson qui est hyper directe et violente. Quoi? Boum boum. Non mais le bruissement à la basse. Le bruissement à la basse. Il y a un bruissement à la basse. Au début, à la fin, au milieu. Je crois que c'est une dynamique du rythme. C'est tu tapes la basse ou tu tapes la guitare. C'est plus dans alors ça, c'est le premier titre, c'est pas Firmin Go Fast. C'est Firmin Go, c'est un truc. Non, Firmin Go Fast, c'est du blast non-stop. Écoute, Raphaël, je pense que tu te trompes de chanson, il faut que tu revois ton texte. Alors, Firmin Go Fast... Il n'y a pas de vrombissement de basse dans Firmin Go Fast. Oui, je pense... Ouais, mais ça, il parle de la fin du premier titre, c'est pas Firmin Go Fast. Prelude to the Depths, c'est ça. Non, mais c'est juste que... tiens, je vais prendre le micro, tiens. Je vais prendre le micro. Sur la fin donc, du premier titre, ça s'appelle Prelude to the Depths. Sur ce gros riff assez presque doomy, on est un trio, donc forcément on ne peut pas mettre la basse en arrière, comme ça, donc la basse est forte dans le mix. Et on ne va pas se gêner pour la booster encore plus quand il faut. Donc je pense que tu fais référence à ce gros riff de fin là que j'aime beaucoup également. C'est très agréable. À un moment donné, ça fait Toum Toum Doum dans Firmin Go Fast. Pour avoir quelque chose d'hyper grave. Alors non, parce que Firmin Go Fast, ça fait j'ai pas chanté tout le morceau, mais il n'y a pas ce que tu chantes. Mais si tu veux, je peux réécrire le morceau. Non, c'est bon. Et là, t'as venu primer tes influences, Yann, cette fois? Ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai proposé un peu des idées et puis voilà, ça a collé directement. Et puis voilà, puis du coup, on a fait 4 morceaux chacun et un de plus pour Étienne. Mais parle-moi de la pochette de l'album. Alors la pochette de l'album, c'est Jean-Luc Navette qui l'a réalisé. Donc il représente l'adolescent possédé, tu vois, avec des yeux assez noirs. Et en fait on lui a envoyé
des indications de texte, c'est-à-dire qu'on voulait, voilà, on voulait un adolescent possédé. Il a lu les paroles, il nous a fait quelques dessins par rapport aux paroles, comme un marteau que tu retrouveras dans le CD. Et voilà, on lui a juste donné des instructions. Et nous, après, on a un peu noirci l'image, on lui a demandé si on pouvait retoucher un peu ses dessins. Parce que généralement, les artistes, ce que je peux comprendre, n'aiment pas trop qu'on retravaille leur peinture ou leur dessin. Et il a accepté, puisque bon, il a compris le concept, et donc on le remercie beaucoup. Et on a un peu retouché pour donner ce côté noir, tu vois, comme ton t-shirt, comme tu peux voir sur les pochettes de Discharge, un peu punk, comme le premier Nails, voilà, avec des contrastes assez forts qui matchent bien avec la musique, grind, sans concession sur la musique de Karas, quoi. Oui, cette fois par rapport au premier album, l'album va encore plus dans le mur. Ouais, c'est un peu plus rapide, en analyse. Et toi, il y a des visées de tournée en ce moment, et tournée internationale? Alors pour l'instant non, on devait tourner, on allait travailler sur une tournée au mois d'octobre avec Blockheads, justement sur quelques dates. Et ça s'est pas fait, voilà, il y a eu des contretemps, on n'a pas pu faire cette tournée, donc voilà, on était un peu frustré au départ de ne pas avoir de date pour défendre cet album. On a quand même une date le 21 octobre au Tyrant Fest à Wany. Et donc en plus on est bien placé sur l'affiche, donc on est super content. Mais bon voilà, c'est la vie, pour l'instant on n'a pas trop de dates, on bosse sur des week-ends, des dates, des one-shots sur quelques week-ends. Et je pense qu'on va travailler sur une tournée plutôt en mars-avril, puisqu'il faut au moins 6 mois pour bosser sur une tournée. Et d'ici là, on se dit aussi que l'album il sera un peu plus écouté, on sera peut-être un peu plus connu, donc on a potentiellement plus de monde qui pourrait venir nous voir, plutôt qu'en octobre où l'album sera plus frais. Donc voilà. De toute façon, donc c'est plutôt, on bosse là-dessus. L'international, on a des projets là en cours. Mais oui, forcément, ça se fera puisqu'on a une distribution mondiale, on a un label américain, donc je pense qu'on tournera à l'étranger, mais bon, chaque chose en son temps. Voilà. Tu peux me parler du clip de Rolando, on vous voit dans les catacombes? Ouais, bah alors ça, en fait, la réalisatrice du clip, c'est une cataphile, donc, qui connaît par cœur les catacombes. Et, moi, j'avais l'idée de tourner dans ces catacombes, mais bon, tourner un clip dans des catacombes en plus interdites au public, c'était pas évident. Et cette réalisatrice m'a dit tout de suite go, il faut qu'on le fasse, parce que en plus d'être un clip, c'est une expérience de faire ça. Donc, on a tourné ça en 2 fois, et c'était pas évident au niveau de la logistique, mais on l'a fait, on en a chié, et on est content du résultat parce que c'est un film tourné dans les catacombes. Et moi je connais un clip de Demolition qui a fait ça dans des carrières à Paris. Mais sinon, voilà, on est un peu, je pense, les seuls à avoir fait ça dans des catacombes. Et puis ça nous correspond, c'est Paris, c'est la ville où on habite, donc c'est nos catacombes. Et on l'a fait sous cette ville qu'on kiffe, quoi. Et l'enfant dans le clip, c'était par rapport à quoi? Par rapport, c'est au thème de Rolando, puisque c'est un adolescent. C'est la représentation de Rolando, mais dans cette fiction qu'on a fait après ce fait divers. C'est-à-dire que c'est notre Rolando à nous qu'on met en scène dans ce clip. Et c'était quoi vos inspirations pour cet album? Là, tu parles de la musique ou de la thématique? Musique. Alors, la musique, on se pose absolument pas de questions. On n'est plus à un âge où on dit tiens, on a envie de ressembler à ça, on a envie de ressembler à ça. On avait juste envie de continuer à ce qu'on avait démarré avec le premier album. Il se trouve qu'il y a des choses qui sont venues en plus grâce à Yann, parce qu'il a clairement une patte dans les riffs que Diego et moi, on a chacun notre style d'écriture. Mais on avait juste l'objectif de faire un album aussi bon que le premier, encore plus extrême, plus frénétique, mais de citer des influences particulières, mis à part toutes celles qu'on a déjà citées, de Slayer à Entombed, à Nails, je dois en oublier 50. C'est tout ça qui fait notre son à nous, mais c'est d'abord nos 30-40 années de bons services
dans le métal qui font qu'on a été nourri par tout ça et maintenant on s'en sert pour faire des carasses. Tout simplement. Là, vous avez vraiment trouvé la dynamique à 3, vous êtes vraiment chirurgical. Écoute, c'est pas l'idée, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui on joue vraiment bien ensemble, sans réfléchir. On ne sera jamais un groupe chirurgical au sens Fear Factory, Meshuggah et tous ces trucs-là. C'est pas du tout notre fond de commerce avec Karas. On a au contraire envie d'être plus spontané, plus sale, mais tout en jouant bien et maîtrisant ce qu'on fait. On est assez expérimenté aujourd'hui pour être vraiment à l'aise sans avoir besoin d'être parfait. Et on aime bien cette zone-là, c'est la zone du rock'n'roll en fait. C'est ça. Je parle plus de cette zone-là chirurgicale mais dans le salle. Vraiment, oui, ça rejoint les groupes que j'ai cités juste avant. Tu vois, Slayer, ça a toujours très bien joué, mais ça n'a jamais été chirurgical. Et ça me provoque plus d'émotions que les groupes vraiment chirurgicaux que j'ai cités juste avant. Même si l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il en faut pour tous les goûts, et c'est très bien comme ça, et on peut aimer tout ça à la fois. Mais nous, on aime bien cette spontanéité et ce lâcher-prise sans se regarder absolument pour être parfait. On est assez bon pour être imparfait, je pense, aujourd'hui. Est-ce que vous avez une anecdote de la tournée avec les Blockheads? Est-ce que vous avez vécu? Blockheads, moi je connais depuis des années, mais je ne les connaissais pas spécialement. Et j'ai rencontré des mecs mortels. On s'est super bien entendu. Pour une affiche de grind, ça a fait du monde à chaque fois. Et donc voilà, quoi, pas d'anecdote particulière. C'est vraiment Moi j'ai une anecdote parce que Blockheads, donc je les connais depuis super longtemps. Moi à l'époque quand je jouais dans des groupes, je faisais les premières parties, on était pas très bons. Et eux c'était toujours les têtes d'affiche avec Napalm Death, Nazum. Moi je les ai vus jouer avant Nazum et avant Napalm Death et tout détruire. C'est-à-dire que vraiment, c'était Blockheads, ils défonçaient tout le monde sur scène, vraiment. Et donc moi j'ai un énorme respect pour ces mecs, en plus humainement ils étaient super cool. Et l'anecdote, c'est juste qu'en milieu de tournée, Xav il est venu me voir et il m'a dit ouais Diego tu peux venir chanter Follow the Bomb avec nous. Follow the Bomb c'est leur tube, enfin moi c'est une chanson que j'adore. Et ça m'a super touché en fait qu'il me demande. Et en plus je me suis dit c'est assez facile, on a l'impression que c'est super facile de grind. Et j'ai répété. Et la première fois, donc sur scène, je me suis planté. Et Fred le gratteux, voilà, on a l'impression que c'est un gros bordel. Et Fred le gratteux, il m'a regardé, il m'a fusillé du regard. Et je me suis dit, merde, j'ai foiré le truc. Et bon, rien de grave. Sauf qu'il m'a dit, mec, si tu montes sur scène avec nous, tu foires pas le truc, quoi. Tu vois. Et ce que je peux comprendre. Et du coup, je me suis mis la pression, enfin, je me sentais con. Et j'ai bossé. Et voilà, ça, c'est mon anecdote parce que je comprends que même si c'est marrant, même si ça paraît du grind, même si c'est le bordel, eux ils sont sérieux, ils prennent ça au sérieux et j'ai trouvé ça cool. Et j'étais super honoré de faire un titre avec eux. Voilà. Et le lendemain, je te promets, je ne l'ai pas foiré. Alors Léon, si tu l'avais pas foiré, c'est bien le titre que tu dis. Ouais. Tu as intervenu là-dessus aussi. Ouais, c'est ça. Et je vous laisse le mot pour la fin. Eh ben, merci à tous. Merci de l'intérêt que vous portez pour notre nouvel album qui sort le 29 septembre, le 22 septembre ici au Feel Good Rocket pour la release party. On fera gagner plein de trucs. Donc si cette émission est diffusée avant, c'est très bien, comme ça je passe l'annonce. Ce sera l'occasion de passer un bon moment avec nous, d'écouter l'album une semaine avant sa sortie. Et puis encore merci à BGP pour le soutien et l'intérêt que vous portez. In this world, and paid back from